Oui, au TEP, la famille Mbote, Jambo, Jambo à tout le monde, merci, bienvenue, merci de vous être connecté sur la page Facebook Live de l'Institut Africa Mat. Je vous souhaite la bienvenue. Bel bonjour, Jambo, Nangadef, Mbote, Mayera, Amgaka. Soyez les bienvenus. Alors, moi, je me présente. Moi, c'est Joko Ice. Je suis étudiant membre de l'Institut Africa Mat depuis déjà quelques années. Donc, récemment, j'ai effectué quelques recherches. J'ai effectué quelques recherches sur la santé mentale de notre peuple, que ce soit en Afrique, dans la diaspora et tout. Et j'ai lu pas mal d'ouvrages et je me suis rendu compte que c'était vraiment intéressant en fait. C'était vraiment intéressant et j'en ai tiré quelques leçons, quelques conclusions que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. C'est pour ça que je me connecte. C'est pour ça que je vous fais un coucou aujourd'hui, un coucou de bienvenue. Et je vous invite à me suivre dans cette petite visite de l'inconscient des peuples afrodescendants. Une petite visite guidée pour voir un peu quels sont les mécanismes qui agissent sur notre subconscient, les mécanismes subconscients qui ont le contrôle à notre insu de notre processus de prise de décision. Donc voilà. Donc je suis venu en parler avec vous. J'espère que vous allez tous bien. Donc c'est parti, je vais y aller sans plus tarder et puis on aura le temps de discuter, j'espère, j'aurai le temps de répondre à vos questions avec plaisir. Et puis je vais un peu vous présenter le résumé de ce que j'ai pu faire de ces derniers jours. Voilà. Très bien, c'est parti la famille. On y va, hop. Alors voilà, je vais tout d'abord, je vais parler de la manifestation de l'anxiété dans notre communauté. C'est-à-dire comment se manifeste l'anxiété. En gros, quel impact ça a sur nous, sur notre vie de tous les jours, sur l'éducation de notre peuple et tout. Donc, parfois j'entends des gens dire que oui, l'Afrique, l'Amérique, les Caraïbes ou alors l'Europe sont des endroits différents et que la vie des afro-descendants n'est pas tout à fait la même, que ce soit de part et d'autre de ces régions-là. Mais en fait, c'est faux parce que lorsqu'on regarde le tableau, c'est-à-dire le résumé de nos vies, à long terme, on se rend compte que ça tourne toujours autour des mêmes problématiques en fait. Notre manque ça tourne toujours autour des mêmes problématiques. Là, par exemple, sur notre schéma, on a la naissance. Donc, à la naissance, avant de vous expliquer le schéma, je vais déjà vous dire pourquoi. Je pense que, en fait, j'ai décidé d'aborder ce sujet parce qu'il s'agit de notre santé mentale en tant que communauté. Et que si notre santé mentale n'est pas globalement rétablie, nous ne pourrons prétendre à un réel éveil de conscience et à une renaissance de notre peuple qui subit plusieurs formes différentes d'oppression. Ces formes différentes d'oppression sont identiques dans le fond parce qu'elles produisent partout où nous sommes le même résultat. Dans quel but je fais cette présentation sur l'état de santé mentale de notre peuple? C'est dans le but de montrer que tant qu'on n'embrasse pas notre culture originelle, tant qu'on n'aura pas valorisé nos humanités classiques africaines, il ne sera pas aisé pour nous d'arriver à la liberté et à l'épanouissement
dans le monde matériel et dans le monde spirituel de notre peuple. D'autre part, lorsque je parle de culture populaire, en fait, je fais référence à la musique, la peinture, le sport, les religions importées, les médias, l'image de notre divinité. Donc l'image que nous on se fait de Dieu, de la divinité, l'aliénation et l'imbécilisation des masses, héritée d'une éducation exogène, eurocentrée et négrophobe. Parce que la plupart de nous, je souligne, ont eu, que nous ne sachions ou pas consciemment ou inconsciemment, justement c'est l'objet de la journée ici, consciemment ou inconsciemment, chacun de nous a été éduqué. Si on a été éduqué dans une éducation eurocentrée, c'est qu'elle est fondamentalement négrophobe. Et c'est à nous de faire le travail de sortir de là, en fait, de sortir de cet état de négrophobie mentale. Ensuite, les prophètes et les égrégores importés et négrophobes, la télévision, l'image de Dieu qui a été blanchie, le système éducatif qui est complètement perverti et à notre désavantage à tous les niveaux, la culture biaisée, nous faisant vivre à l'extérieur de nous-mêmes. Ça veut dire que nous sommes des êtres en fait qui ne sont pas eux-mêmes. On vit à l'extérieur de nous-mêmes parce que pour vivre à l'intérieur de soi, il faut avoir ces humanités classiques africaines. Il faut vivre dans ces humanités classiques africaines, vivre dans sa culture et être connecté à ses ancêtres et à la partie divine de soi. Donc, là, je vais parler de l'arbre que vous avez sur la droite où je trace les destins des descendants d'Afrique à travers le monde, que ce soit sur le continent ou à travers le monde. En général, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais en général, on suit ce parcours. La première branche à gauche, soit on est addict, on finit dans l'addiction aux drogues. Donc, ça se vaut aux États-Unis, en Afrique, en Europe et tout. C'est-à-dire, pourquoi on consomme les drogues en fait? Pourquoi le peuple kamite consomme les drogues? Pourquoi les afro-descendants consomment les drogues? C'est pour oublier, pour avoir l'illusion, en tout cas l'illusion d'oublier les soucis. Mais le problème, c'est que ces soucis refont surface dès que l'effet des drogues seront dissipés. Donc, soit nous finissons... voilà, c'est pas vraiment une bonne idée de se focaliser sur la consommation des drogues pour oublier sa réalité, parce que la réalité est violente et parfois on refuse de la voir. Et c'est un peu pour ça que je suis là. Parfois, c'est aussi pour chercher des plaisirs illusoires et cela entraîne des problèmes relationnels forcément. Parfois, il y a aussi des overdoses. Les personnes addictes aux drogues peuvent mourir d'overdose. On a pas mal d'overdoses et tout. On voit par exemple dans le showbiz, on a vu plusieurs cas d'overdose, Jimi Hendrix, Whitney Houston. Enfin, là, je parle même des stars, mais dans le peuple qu'on ne connaît pas, dans la masse, c'est encore pire. En même temps, ce trafic de drogue ne nous enrichit pas, nous. Il enrichit les gros bonnets de la mafia dans la drogue, la mafia européenne et tout, les trafiquants de drogue en général, les gros bonnets, parfois même certains membres du gouvernement sont impliqués dans ces catastrophes. Mais qui on arrête? Ça, ce sont les grossistes, en fait, ceux que je viens de citer, les gros bonnets, en fait. Ce sont les grossistes, mais c'est nous qu'on arrête en général, c'est la communauté, ce sont les enfants de la communauté, nos petits frères, nos petites sœurs qu'on met en prison et à qui on gâche la vie juste pour consommation de drogue ou pour vente de drogue. Donc nous, on n'est pas gagnant. Même dans l'illégal, on n'est pas gagnant. En plus, ensuite, il y a le fléau de l'emprisonnement, toujours lié à la drogue. Donc, on revend la drogue. C'est nous qui allons le plus en prison à cause de ça. Les autres se couvrent. Ils savent comment se couvrir. Le système a été fait en sorte que, de telle sorte que nous soyons toujours les perdants, en fait. Voilà. Et en général, même les membres de notre communauté dépensent cet argent pour acheter les futilités, les frugalités, les voitures, le matériel. C'est pas pour réinvestir. Acheter des franchises, par exemple, réinvestir dans l'économie de la communauté. Non. Pourtant, certaines communautés le font, mais
elles réinvestissent cet argent dans leur communauté. Et la drogue aussi entraîne la prostitution, évidemment, et la délinquance juvénile. Ensuite, on a l'esclavage des corporatifs. Donc, nous, on travaillons parfois longtemps pour des corporatives. On travaille toute notre vie, on s'endette et tout. Et on travaille toute notre vie pour des coopératives sans avoir le temps d'avoir une vie familiale relativement équilibrée. Donc, alors, ensuite, lorsqu'on travaille toute sa vie pour les corporatives, ben on vend son temps. On vend toute sa vie en fait. Dans un système qui souvent même de nous, les entreprises qui souvent même ne nous promeuvent pas, ne nous donnent pas des promotions, dont ne reconnaissent pas nos compétences en général. Donc c'est pas le cas partout, mais c'est quand même le cas. La troisième branche, c'est jouer la vie. Vous voyez bien ce que je veux comprendre. Je vais pas m'attarder dessus. Jouer la vie, il y a plusieurs façons de jouer la vie. Être à l'extérieur, en tout cas, de sa réalité. Finir pauvre et misérable, ça aussi, à force de vivre dans l'ignorance, de ne jamais se remettre en question, d'ignorer la réalité en face de nous, c'est-à-dire vivre comme si on vivait sur un nuage sans tenir compte de la réalité. Ça aussi, ça nous déporte, ça nous empêche de nous épanouir matériellement. Ensuite, vouloir gagner tout, vouloir gagner sur tous les tableaux en fait. Et tout ça entraîne à une pauvreté en fait, parce qu'on est dispersé, on n'est pas suffisamment concentré sur son objectif. Bon, il y en a qui deviennent fous, hein, l'excès de drogue par exemple, les antécédents traumatiques dans la vie, parce que la vie est parfois difficile pour nous. Parfois, il est difficile pour nous de vivre on va dire en adéquation à une société qui est fondamentalement négrophobe, donc c'est dur. Et le refus d'accepter aussi un échec, par exemple, ça peut rendre fou. Donc il faut savoir que nous tous, on peut se ramasser, donc on peut échouer et puis faire sa vie. On voit aussi le cas des SDF, des sans domicile fixe. Là, je vais pas, soit par des fugues, la prison, les sorties de prison, les traumas, les gens traumatisés qui ont subi des traumatismes familiaux, par exemple. Et les gens qu'on a mis dans le système éducatif, qui ont été exclus très tôt par le système éducatif dans les voies de garage. Du coup, tu te retrouves sans emploi et SDF. Donc, tu peux mourir aussi avant 35 ans. C'est toujours une histoire de drogue, de vie, de violence et tout. Ensuite, je saute cette partie-là parce que je pense que la partie du succès, on va revenir dessus. En plus, on peut être malade étant donné toutes les cochonneries, les produits qu'on mange, les produits manufacturés qui ne sont pas forcément bons pour notre santé. Ça aussi, on va en parler tout à l'heure. Certains passent toute leur vie à essayer de devenir blancs également, à se maquiller, à chercher tous les moyens possibles et imaginables pour se fondre dans la société blanche, on va dire. C'est aussi une façon de disparaître, hein, voilà quoi. Ensuite, certains ont des tristes fins, par exemple en sortie de prison, certains trouvent des métiers un peu sous-payés, on va dire, au rabais. Et abandon des études, ça c'est évident, ça fait partie des raisons que j'ai citées tout à l'heure. Certains deviennent riches, surtout, ça c'est important. Devenir riche en tuant, trahissant son peuple et en trahissant son peuple. Et certains deviennent riches comme ça dans notre communauté, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, avec les présidents, les dictateurs qui nous trahissent, hein, qui trahissent le peuple pour s'en sortir, pour s'enrichir et tout. Parfois les artistes aussi qui chantent n'importe quoi, des musiques qui mettent en perdition notre jeunesse, juste parce que ils veulent leur chèque et puis le reste ils n'en ont rien à foutre. Ils n'ont pas une mission, morale en fait. Et c'est ça qui manque le plus dans notre communauté, la mission morale par rapport à ça. Donc revenons par exemple au succès. En fait, d'après les études que j'ai faites et mes convictions à moi et les valeurs que je partage avec les membres de ma communauté et tout, je pense que le succès est dans l'indépendance
le respect de la Mahat et l'afrocentricité. Je pense que on va dire, c'est quand même une voie royale pour avoir ce que c'est que le succès. Le succès n'est pas forcément matériel, le succès c'est de rentrer en possession de soi-même, d'être vraiment fier d'être ce qu'on est, de vivre selon ses propres moyens, d'être indépendant et de s'épanouir. Moi, je pense que c'est là la clé même du succès. Enfin, c'est là ma définition du succès personnellement. Donc, ensuite, maintenant, je vais passer à la future diapo. Alors, là, c'est un schéma de... En fait, quand j'ai lu le livre Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon, c'est un schéma qui montre un peu la structure mentale, c'est-à-dire la structure mentale du noir, on va dire, du noir de base, on va dire, c'est-à-dire du noir qui a subi une éducation négrophobe, parce que toute l'éducation que nous avons subie, elle est négrophobe, il faut le rappeler. Et donc, la structure mentale, c'est les autres en bas. Là, les casiers que j'ai mis tout en bas, là, c'est les autres. Mon clan, ensuite, il y a mon clan. Ensuite, je mets une barre rouge que personne ne doit traverser, parce que c'est moi qui dois être au-dessus, en fait. C'est moi qui dois être au-dessus. Je dois être le seul collaborateur, enfin, le seul trait d'union entre mon peuple et le blanc, parce que et plus je m'en rapproche, du fils de Seth là que je mets, plus je me sens supérieur aux autres, plus je me sens valorisé, plus je me sens être un être humain, alors que c'est totalement le contraire. En réalité, le contraire, c'est d'être soi-même pour être vraiment être humain, pour atteindre vraiment son réel potentiel en tant qu'être humain. Donc là, j'ai mis limite de succès à ne pas franchir. En général, quand on franchit la ligne rouge, le moi là, le noir là, le noir négrophobe, hein, lui, négrophobe parce qu'il se déteste lui-même, hein, mais il ne sait pas. Apparemment, je ne sais pas comment ça se passe dans sa tête, mais il ne sait pas qu'il est noir. Enfin, il semble ignorer qu'il est noir. Et lui, quand il va vers le fils de Seth, donc le Locoderme lui disent, enfin je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça dans vos expériences quotidiennes au boulot et partout ailleurs. Parfois on te dit, t'es vraiment différent des autres, toi. T'es un noir spécial et civilisé. T'es un noir, mais pas comme les autres. Et justement, Frantz Fanon en parle beaucoup dans Peau noire, masque blanc. C'est un livre que je conseille à tout le monde, enfin, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ça vaut vraiment le coup de le lire. Ensuite, du coup, bah, ce noir-là, ce noir de base, c'est-à-dire ce noir négrophobe, il va penser quoi? Il va se dire, ouais, je suis différent et meilleur que tous ces sauvages. Donc, il va se mettre toujours au-dessus des autres par rapport à son contact avec l'oppresseur qu'il a éduqué. Enfin, parce que l'oppresseur, il sait ce qu'il fait. Il a éduqué ce noir pour qu'il soit négrophobe, en fait. Mais le problème pour lui, c'est que ça ne marche pas avec tout le monde. Donc voilà, j'espère que vous avez compris cette partie qui résume un peu le relationnel entre le noir en général et son semblable. Il va dire, ouais, toi t'es de telle région, toi t'es de telle plantation, oui, moi je suis de telle plantation, nous on mange mieux dans notre plantation que dans votre plantation, oui, mais ce sont toujours des plantations. Une plantation, c'est une plantation. Si tu essayes de t'enfuir de la plantation, que tu sois noir, négrophobe, hein, ou que tu sois noir, sûr et fier de lui, bah, si tu essayes de t'échapper, tu prendras une balle dans le dos, de toute façon. Donc, ça ne sauve pas d'être un nègre de maison, comme dit Malcolm X, ou d'un nègre des champs, ça ne te libère pas de la plantation, en fait. Nous allons voir un peu plus tard ce qu'il en est réellement. Je vais donc passer là. Là, en fait, je parle de la manifestation de la violence dans l'art africain, par exemple. Bon, là, il y a le rappeur Kid Cudi. J'ai pris une petite citation du rappeur Kid Cudi que j'aime bien, qui est un rappeur moderne, hein. On me dit souvent que je suis au school, mais bon.
J'aime aussi, il faut s'adapter aux nouvelles, aux nouveaux sons. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Que dit? Je ne suis pas en paix. Je suis tout simplement un humain endommagé qui nage dans un bassin d'émotions chaque jour de ma vie. Il y en a, il y a en tout temps une violente tempête dans mon cœur. Je ne sais pas à quoi ressemble la paix. Je ne sais pas comment me détendre. Mon anxiété et ma dépression ont régné sur ma vie aussi longtemps que je peux me souvenir. Donc, c'est pour vous montrer un peu l'état d'esprit en général, l'état d'esprit des rappeurs, des hip-hoppers, des artistes de hip-hop, parce que leur vie a souvent été très violente. Et ils le disent parce qu'ils vivent dans cette anxiété-là. Quand on regarde la vie de Tupac, quand on regarde la vie même de Jay-Z, et toutes ces personnes-là, 50 Cent, KRS-One, Public Enemy, il y a toujours ces histoires-là, il y a toujours l'histoire de colère, beaucoup de souffrance, également dans la littérature, avec Ta-Nehisi Coates, par exemple. Ta-Nehisi Coates, Une colère noire, excellent livre, que j'ai lu d'ailleurs, et que je vous conseille à tous. Ensuite, on a la manifestation aussi de la peur, de la peur de la violence sur les enfants, par exemple. On voit la mère africaine qui protège son enfant et qui a écrit sur son dos Don't shoot. Ça, c'est le travail des artistes également pour montrer que l'amour d'une mère est plus fort. Si la mère aime tellement son enfant qu'elle écrit sur son dos, qu'elle fait graver sur le dos de son t-shirt Don't shoot. Donc attention soit aux gangsters, soit aux policiers, il faut pas tirer sur son enfant. Donc on voit là des images de gangsta rap à un moment donné. Bon, c'était toujours aussi la manifestation de cette peur là, cette oppression là, entassée dans des ghettos, à subir toutes sortes d'injustices. Et puis lutter avec une éducation pauvre également. Enfin, c'était vraiment, tous les ingrédients étaient réunis pour la destruction de l'homme africain un peu partout dans le monde, quoi. Donc ensuite, là j'ai une œuvre de grand artiste, du génie, du virtuose de l'art, Basquiat. Basquiat qui était d'origine d'Haïti et qui a migré aux États-Unis, après est devenu américain, mais qui restait un Africain fondamentalement, et qui est vraiment quelqu'un d'intéressant. Et on voit aussi que dans sa vie, il y avait beaucoup de violence. C'est quelqu'un qui a beaucoup... il a, comme tous les autres, on va dire, surmonter l'impossible, surmonter toutes les tempêtes, la misère et tout ça, le mépris, et se hisser au plus haut niveau de l'art mondial. Mais là, je veux juste exprimer comment vous montrer. Ces illustrations étaient juste pour vous montrer un peu comment l'anxiété agit sur notre culture contemporaine. Alors maintenant, la violence et les fratricides. Tout d'abord, regardez. Comment sait-on qu'on est anxieux? Ces questions, je vais y répondre un peu plus tard. Enfin, ça fait partie de la partie. Là, vous avez un certain nombre d'images. Ça, c'est surtout pour illustrer on va dire la peur et la violence entre frères africains, africains, quoi, depuis la violence qui nous a été inculquée, justement. Cette violence est due à notre négrophobie. On n'a pas de respect pour nous-mêmes. Et toute cette violence-là participe encore de notre peur, amplifie notre peur, amplifie notre angoisse en tant que peuple, en tant que famille et tout. Et donc je vais montrer ça pourquoi. Là je vous montre, là vous voyez sur l'image de gauche avec le drapeau de Côte d'Ivoire, hein, on a des troupes derrière, tout derrière là-bas, on voit bien, hein, on n'a pas besoin d'être un génie pour voir qu'il y a des méchants, hein, il y a des méchants et il y a des bons. Les méchants sont armés alors que les bons sont là en train juste de manifester. Et c'est où? C'est dans leur propre pays. C'est sur leur propre territoire.
Imaginez un peu que l'inverse se fasse, que la réciproque se fasse, c'est-à-dire que des militaires africains arrivent à Paris et se mettent à tirer sur une population. Ça, c'est juste impensable, c'est l'apocalypse. Mais étant donné cette éducation, cette négrophobie également, cette négrophobie inculquée, possédée déjà, ça c'est l'armée française, hein, ça ce sont les chars de l'armée française devant l'hôtel Ivoire, et il y avait eu un bain de sang parce que la population avait forcé l'entrée et puis ils ont tiré dans tous les sens et tout, et cette image m'a beaucoup marqué. En fait, c'est pas le sujet, mais je suis un cheminement pour vous montrer que nous, en tant qu'Africains, nous, on se sent concernés. Quand moi, je vois ça, ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise et ça déclenche en moi un sentiment d'anxiété également. Parce que je sais que c'est des gens comme moi. Pourquoi on tire sur eux parce qu'ils me ressemblent? Ça veut dire qu'on tire sur moi également. Et ça veut dire que ça va aussi m'arriver et ça peut m'arriver. Donc, et ça arrive d'ailleurs aux miens. Donc, c'est un cheminement que je vais vous expliquer tout à l'heure. D'autre part, la négrophobie entre noirs. Hein. On revient sur la négrophobie. On regarde par exemple le combat Caris-Bouba. Si Bouba ou Caris avaient eu le même problème, le même souci avec, prenons par exemple Pascal Obispo ou bien un autre artiste, je sais pas moi, Cheb Khaled, prenons même un arabe, ou ça ne se serait pas passé pareil. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de respect pour les autres. Ils auraient tous montré des belles dents blanches. Ils auraient dit à Pascal Obispo, excuse-moi, je suis désolé. Ils auraient été humbles avec lui. Parce que, voilà, ils respectent leur maître, on va dire. Par contre, quand il s'agit de eux-mêmes, entre eux, ils se font toutes les crasses possibles. Parce qu'il n'y a pas de respect. Parce que les deux sont négrophobes. Ils veulent taper sur l'autre. C'est comme ça qu'on a eu des guerres de gangs, hein, des guerres de plantation. C'est toujours des guerres de plantation. Et derrière ça, il est même possible que les plantations dont ces deux, Bouba et Caris, sont originaires, fassent des guerres, rien qu'à cause de ça. Parce qu'on on s'empresse tellement à se taper entre nous que c'est juste irrationnel, quoi. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quelque part qui ne va pas. Et ça dure depuis des siècles. Pour d'autres peuples aussi, ça arrive, mais parfois c'est périodique. Mais nous, ça fait quand même des siècles que ça dure. Je dis pas que les autres ne se tapent pas dessus entre eux, mais nous, on a cette relation-là entre nous et de profond respect par rapport aux autres et de mépris de soi-même. Donc l'anxiété. Ensuite, j'ai mis une image de Scarface, qui est un rappeur qui a beaucoup parlé qui parle beaucoup d'anxiété dans ses musiques. She's Watching, c'est un album de Jay-Z qui parle beaucoup de l'anxiété. Street is Watching, ça veut dire la rue regarde. Tout ce que tu fais dans son son, dans cette musique, il dit que tout ce que tu fais dans la rue te regarde et la rue attend que tu fasses le moindre faux pas, la moindre erreur pour te faire regretter ça toute ta vie ou te faire disparaître. Donc en gros c'est ça. On voit l'exemple de Nipsey qui est récent. Bon, on va pas s'attarder dessus, hein. Le mec là, le tueur que vous voyez derrière en gilet de prisonnier là, il était même dans le groupe de potes qui traînaient autour. Donc c'était quelqu'un de connu, c'était pas quelqu'un de loin et tout. Et il a quand même buté son frère, je sais pas, par jalousie, par négrophobie, j'en sais rien, alors que tous vivaient presque au crochet, hein, de Nipsey, quoi. On a Kanye West, on va plus parler de lui, tristement célèbre, Monsieur Kardashian. Monsieur Kardashian donc a des problèmes mentaux, et lorsqu'il a dit la dernière fois, il y a eu une grosse polémique sur lui. Il disait que l'esclavage a été choisi, c'était vraiment du n'importe quoi. Tout le monde s'est rué sur lui et il s'est excusé. Et après quelque temps, il a dit que c'était un problème psychologique, qu'il est un peu fou en fait. En fait, il est un peu fou, il doit se faire soigner, il doit trouver un médecin parce que il est hyper stressé. Il est stressé, il explique parce que il voit des jeunes rappeurs qui arrivent avec du talent, il sait pas s'il va rester longtemps, et puis bon, c'est son problème personnel, il devrait consulter un médecin. Là aussi on voit, j'ai mis quelques bières là avec des groupes d'Africains par exemple qui sont en train de boire, justement parce que le système politique sur place, les systèmes importés, c'est des systèmes négrophobes, hein, des systèmes qui ne veulent pas, c'est des systèmes négrophobes dirigés par des dirigeants négrophobes qui ne veulent pas l'épanouissement de leur peuple
donc qui sont là pour piller, vendre leur peuple. Et donc, ouais, c'est pour ça qu'on a ce résultat, ce triste résultat là. Ce triste résultat. Voilà. Ensuite, on a la peur par exemple on a également, on a beaucoup de rappeurs qui chantent d'artistes hip-hop en Afrique qui parlent justement de cette peur-là, comme Valsero, artiste, parce que à la base le hip-hop était né sur les principes d'intelligence, parce que hip ça veut dire intelligence. Et hop, ça veut dire mouvement. Donc hip-hop, c'est l'intelligence en mouvement. Et tous ces rappeurs, tous ces chanteurs, donc la musique, notre art est perverti, parce que la musique, le hip-hop n'est plus vraiment... enfin, il est ce qu'il était, mais il est un peu étouffé par le mainstream, qui fait que la plupart des musiques hip-hop qui parviennent aux oreilles de nos jeunes d'aujourd'hui, de la jeunesse africaine par exemple, à travers le monde, ce n'est pas le plus conscient possible ou le plus conscientisant. Il faut vraiment que les parents soient éduqués musicalement pour transmettre aux enfants la bonne musique, la musique consciente. Donc, on a des rappeurs là comme Valsero qui est très conscient, Tupac également. Valsero, il est encore vivant, Tupac également. Ben, c'est un peu le symbole de la grande violence. Des Noirs négrophobes contre d'autres Noirs. Hein. Donc on a aussi j'ai mis Arafat quand même qui buvait énormément, comme la jeunesse africaine, la jeunesse. Parfois on dit ouais, je bois pour noyer mes soucis. Donc et par accident, il était très saoul, il est monté sur sa moto, il a fait la roue avant et il est parti comme ça bêtement, il nous a privé de son talent. À cause justement de l'alcool qui est promu dans nos pays, qui est valorisé justement pour endormir davantage le peuple. On peut boire un verre le week-end, voilà, avec des amis et tout, mais que ça devienne une tradition quotidienne, c'est un peu inquiétant, quoi. Voilà, donc c'était un peu ça. Et l'autre peur, la peur du traître. Hein. Là, je ne sais pas si vous reconnaissez le visage en bas à droite, c'est le monsieur du film Django. En fait, c'est le traître, hein. C'est lui qui trahit tout le monde, c'est lui qui est à côté du maître. Hein. Comme dit le nègre de maison, le nègre de service, et en même temps méchant, parce que ce genre de personnes, entre nous aussi, on se regarde parfois on va dire, on se regarde avec méfiance parce qu'on ne sait pas qui est qui. Donc, du coup, il y a cette méfiance-là. Si on voit, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui est le traître. Parce que le traître semble toujours venir de notre camp. Hein. Quand on regarde notre histoire, si nous étions unis, on ne serait pas arrivé là. Donc, il y a aussi cette peur-là, cette peur de ce type de monsieur-là. Monsieur très vénère, là. Monsieur très fâché du film Django. Enfin, c'est juste un personnage, hein, mais bon, il représente bien le prototype même du traître, quoi. Donc, voilà un peu. Donc ici, en fait, sur cette illustration, je présente deux possibilités, en fait, lorsqu'on est étouffé par la peur, lorsqu'on est étouffé par l'anxiété et tout. En général, on a plusieurs comportements. Ici, je cite sur le nuage autour de peur subconsciente, on a des préjugés. On a la peur des préjugés. Quand on nous préjuge, on a la peur d'être préjugé. Par exemple, pour un emploi, même quand on marche dehors, on marche bien droit parce qu'on ne veut pas qu'on nous préjuge, quoi, en fait. Et on doit toujours en faire 1000 fois plus, ce qui n'est pas normal pour avoir l'air à peu près acceptable. Donc, de là en résulte une paralysie traîtrise parmi nous, cette peur-là. On est paralysé, on ne peut pas réagir, on se sent impuissant face à... Pourtant, on est très 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 puissant, hein, ça c'est clair. Et je le démontrerai. Donc, parfois on a aussi des peurs irrationnelles comme... moi, personnellement, j'ai cette peur-là.
Parfois, quand je vois le temps que ça dure et l'ampleur de cette violence sur mon peuple, j'ai l'impression qu'on pourrait nous remettre à l'esclavage. Donc, chaque Noir, enfin la plupart des Noirs ont cette peur profonde là qui est irrationnelle, mais qui est quand même une peur. Donc, c'est aussi un motif d'anxiété. On se dit, waouh, parce que nos dirigeants corrompus collaborent, ben, on va se retrouver un jour, l'Afrique sera la propriété privée d'une multinationale ou d'un autre pays, et puis on va subir, on va être remis à l'esclavage. Donc, si ce n'est même pas déjà le cas. Perte du contrôle de notre destin, ça, c'est aussi un motif de peur subconsciente. La jalousie, c'est aussi un motif de peur subconsciente. On a peur, enfin, on est jaloux des autres, et puis on a aussi peur que les autres soient jaloux de nous quand on réussit. C'est pour ça, parfois, il y en a qui ont peur de réussir également. Les divisions ethniques, les divisions au sein des différentes plantations, les divisions entre différentes plantations également. C'est-à-dire, je parle de plantations, hein, je préfère faire court parce que les pays, je ne sais pas s'ils existent, mais c'est des plantations, puisqu'en général, on est sur des territoires. C'est vrai qu'il y a quand même des pays, il y a des pays qui ont quand même fait la fierté de l'Afrique, hein. Des pays comme le Ghana, les indépendances, les précurseurs dans les indépendances, Éthiopie, et qui ont, voilà, mais la plupart surtout dans la zone francophone, ce sont des plantations, hein. Alors, on va pas citer tout ça. Donc, là, on assiste aussi à l'assassinat de nos semblables, hein. Ça aussi, ça crée combien de fois il y a pas 3 mois qui passent. Enfin, on peut passer 3 mois sans que dans les médias, et en plus, c'est ce qui est médiatisé dans les médias ou dans le mainstream, on parle d'un noir qui a été assassiné ou un afro-descendant qui a été assassiné par-ci par-là. Donc, le lynchage médiatique, hein, quand on défend les intérêts, on voit bien ce que sont devenus des gens comme Dieudonné ou autres. Enfin, même si j'aime bien la personne en tant qu'artiste, mais je veux dire en tant que comédien, on peut te faire un lynchage médiatique, on te fait disparaître des radars à partir du moment où tu dis la vérité. Donc parfois, des gens vont nous représenter à la télévision et racontent des salades, ils racontent n'importe quoi, ils continuent on va dire, à raser les murs, à ramper, à faire les larbins devant le maître, justement, parce qu'ils ont peur, hein, parce qu'ils ont peur d'être lynchés médiatiquement. Ça, ce sont les conséquences du lynchage médiatique. Donc, on a une sorte d'étouffement et tout. On a le fouet également, hein. Les colons, d'ailleurs, s'amusaient à une époque en disant que, enfin, les colons, à l'époque de la colonie, qui disaient que, à l'époque où ils étaient en train d'essayer de nous envahir, que les oreilles d'un noir sont sur ses fesses. Ça les amusait bien parce que ils nous fouettaient, tout simplement, ils nous fouettaient où que tu sois, que ce soit en Amérique du Sud, au Brésil, dans les Caraïbes, en Afrique, c'était le même tarif. C'est un adage de colon. Les oreilles du noir sont sur ses fesses. C'est vraiment, c'est pour vous montrer à quel point les gens, enfin, ils ne font pas de différence, quoi. Que tu sois, d'où que tu sois. Donc, c'est la même histoire, c'est le même peuple. On a les mêmes agresseurs, on va dire. On a les mêmes bandits, les mêmes brigands, les mêmes truands. Donc, qui nous tournent autour, hein, et puis là, on a l'image sur la droite, c'est tout ce qui est négatif, hein. On a des échappatoires. En fait, l'afro-descendant, l'Africain, a deux manières de réagir à cette peur-là, cette peur inculquée, cette peur subconsciente. Soit, d'une part, il baisse les bras, hein, il se dit, bon, il fait une addiction aux drogues pour oublier la réalité parce que la réalité est difficile. Il fait une addiction sexuelle, il vole de fleur en fleur, comme on dit, incessamment, en croyant retrouver le plaisir, enfin, une sorte de plaisir constant, illusoire et tout. On a le capitalisme exacerbé, il va se lancer dans la recherche de l'argent. Oui, mais quand je serai riche, les Blancs vont me respecter, je vais garer ma belle voiture, je serai bien sapé, les Blancs vont me respecter. En fait,
Le problème, c'est que toutes les perspectives de ce noir, enfin, sa réalité, en fait, est contrôlée par le regard du maître sur lui, en fait. C'est-à-dire, il va pas dire, ouais, avec cet argent, je vais créer des restaurants, je vais employer mon peuple. Il va dire que oui, on va me respecter. Désormais, on va me respecter, en fait. C'est ça, c'est un capitalisme exacerbé qui ne sert à rien déjà et en général, qui ne paye pas à long terme. Bon, parfois aussi, il y en a qui compensent le vide affectif par le matériel, par les richesses matérielles, hein. Et oui, oui. Donc, dépendance, il va se lancer dans la dépendance aux drogues, il va se lancer dans l'addiction à l'alcool, la traîtrerie. Donc, il va dire autant mieux collaborer, comme fait le monsieur Ouattara, là, l'homme le plus dangereux d'Afrique. Lui là, c'est vraiment une calamité, ce monsieur à lui seul, qui veut imposer, qui est prêt à imposer une monnaie à son propre peuple. Et donc, bah, c'est ça. Imposer une monnaie de singe, une monnaie qui appauvrit l'Afrique. Donc, il est en train de vouloir vendre notre peuple, en fait, ce monsieur. Et il est piloté derrière avec ce drapeau de l'Union africaine qui n'est pas validé, justement. Tout ce qui est à droite, là, c'est du bullshit, en fait, parce que c'est pas validé par le peuple. Les masses ne valident pas ça, enfin, les masses conscientes, hein, ce qu'on aura de plus en plus. Et la deuxième manière de réagir pour quelqu'un qui est submergé de peur subconsciente, c'est une manière courageuse. La deuxième est courageuse, c'est la deuxième te pousse à t'investir dans les mouvements associatifs de ta communauté, servir ta communauté, éduquer les jeunes, participer à l'éducation des jeunes dans les écoles afrocentrées, par exemple. En Amérique, il y a déjà plusieurs dizaines d'écoles et même aux Caraïbes. En Afrique aussi, il y en a quelques-unes, des écoles afrocentrées, mais il en faut de plus en plus parce que l'école qu'on a eue jusqu'à présent a été complètement est probablement, enfin est certainement la cause de notre perdition, quoi. C'est pour ça qu'on n'avance pas parce que on a vraiment embrassé des valeurs qui n'étaient pas nôtres, qui nous détruisent. Donc, sortis de la plantation, soit ils font un rapatriement, ils vont participer à l'effort, soit aux Caraïbes, soit en Afrique, à l'effort l'effort de leur peuple, l'effort de renaissance. Et l'éducation afrocentrique, qui est aussi une solution, à ces problèmes. L'union également est une solution. Si nous sommes unis, si nous sommes solidaires, on s'en sortira. C'est de là que part une communauté. C'est pour ça que moi je dis souvent, moi je suis de la communauté afrocentrique. Parce que si je dis je suis de la communauté noire, c'est pas suffisant parce que les noirs ne sont pas. Il y en a qui sont vraiment négrophobes, quoi. Donc on peut pas fonctionner. On ne peut pas fonctionner avec des gens qui sont fondamentalement négrophobes parce que il va nous arriver des choses comme ce qui est arrivé à Sankara, comme ce qui est arrivé à Omniobé, Félix Mounier, Ernest Ouandji, comme ce qui est arrivé à Lumumba. Ça vient pas de loin, quoi. Enfin, c'est pour citer quelques exemples. Donc voilà. Enfin, ensuite, oui, on doit être solidaire, on doit être organisé, créer des organisations, travailler entre nous, consommer dans notre économie, une économie communautaire qui permet à l'argent de tourner entre nous. Ça, c'est ça la solution en fait. C'est ça l'empowerment, comme on dit. Nous donner le pouvoir nous-mêmes, mettre l'argent dans nos banques, créer nos banques, et parce qu'on n'est pas obligé de s'insérer, d'aller raser les murs, on va dire, d'aller ramper dans un peuple qui nous crache dessus depuis des siècles. C'est quand même incroyable d'en arriver là. Et enfin, on a du mal à comprendre, mais c'est justement pour ça que j'ai voulu rentrer en profondeur dans ce sujet de post-traumatic stress disorder parce que comme c'est quelque chose d'irrationnel qui fait partie du subconscient, c'est-à-dire le subconscient, c'est des choses dont on n'a pas conscience, mais qui agissent quand même énormément, enfin, qui agissent sur nos prises de décision, carrément. Et ta prise de décision, c'est ton destin. Comme tu prends tes décisions, là, c'est comme ça que ton destin se passe.
C'est comme ça que son destin se passe. Donc, approfondir aussi la connaissance historique. La partie de gauche, donc, épouser complètement les humanités classiques africaines. À gauche, on a le drapeau panafricain et on a Steve Biko qui est une citation très importante de Steve Biko, très démonstrative du sujet pour lequel je suis là aujourd'hui. L'arme la plus puissante dans les mains de l'oppresseur est l'esprit de l'opprimé. Donc l'opprimé entre dans ton esprit via quoi? L'oppresseur entre dans ton esprit via quoi? Pardon. L'oppresseur entre dans ton esprit via l'éducation. C'est comme ça qu'il entre dans ton esprit. C'est pour ça que la solution éducation-économie, pour moi, sont deux piliers de notre essor et essor futur. Donc, maintenant, je vais finir cette première partie. On va dire, je vais finir cette première partie par cette première moitié de partie par la corrélation clinique, c'est-à-dire ce que au niveau clinique, hein, au niveau des psychiatres. Qu'est-ce que les psychiatres? Après avoir lu Francis Cresswell-Singh et le docteur Ish également, qui est un spécialiste psychiatre afro-américain, très jeune, relativement jeune d'ailleurs, et qui travaille beaucoup sur les PTSD, sur les désordres liés au stress post-traumatique. Je veux rappeler d'abord, j'ai oublié de définir peut-être tout à l'heure que les désordres post-traumatiques, ce sont des désordres qui arrivent très souvent aux vétérans de guerre. Aux vétérans de guerre, par exemple, les gens qui sont partis à la guerre du Vietnam, quand ils retournent dans leur pays et tout. Et le truc, c'est que même quand le trouble est fini, même quand ils sont sortis de la zone de guerre, ils continuent à avoir des peurs. C'est-à-dire, ils continuent à avoir des peurs, ils nourrissent des peurs. Parfois, ils dorment avec leur pistolet sous l'oreiller. Et parfois, même, ils pètent un câble, ils disent qu'ils sortent de leur maison la nuit en pensant qu'ils sont en mission. Et ils s'imaginent une mission imaginaire et ils vont tuer des gens. Donc, c'est vraiment une maladie très, très, très difficile, hein, parce que c'est pas contrôlable. C'est quelque chose qui part du subconscient. D'autre part aussi, il y en a beaucoup, la plupart aux États-Unis, deviennent SDF par exemple, parce que ils ne sont pas suivis, ils n'ont pas les moyens par exemple de se payer des psychiatres, ou alors on ne peut plus rien faire pour eux, et en général ils reviennent incapables de s'insérer dans la société. Donc c'est un désordre post-traumatique lié au stress post-traumatique. C'est un peu en fait ce que le psychiatre Ish dit, il dit que la peur à la naissance, la peur infantile, à la naissance, on a deux peurs. Enfin, quand on grandit, hein, quand on a une petite enfance, on a deux peurs. C'est la peur d'être différent déjà, et c'est la peur de notre différence. C'est la peur de notre différence. Excusez-moi. Oui, je disais la peur de notre différence. L'enfant donc a peur quand il grandit, il se rend compte qu'il est différent des autres. C'est en fait le processus, hein, il faut suivre parce que c'est un processus. Il naît, il se rend compte qu'il est différent des autres et ça lui fait peur. Donc la réaction à cette peur-là, c'est une recherche du sentiment d'appartenance. Il va essayer de s'identifier à un groupe. C'est-à-dire, il va essayer de s'identifier à un groupe. S'il ne peut pas s'identifier à un groupe, il va suivre d'autres groupes. Il va suivre d'autres groupes. La solution, bon, j'ai voulu avoir une méthode linéaire parce que je pense que le sujet étant beaucoup plus complexe que je l'avais imaginé, je préfère que les solutions suivent en même temps les problèmes, parce que concentrer les problèmes d'un côté et les solutions d'un côté, ça ne ferait pas le match direct entre le problème et les solutions. Déjà, l'enfance, ici, la solution, c'est de mettre l'enfant dans un groupe homogène d'enfants conscients, d'enfants africains, d'enfants de culture africaine consciente, pas
pas l'isoler de la société, non, pas le retirer de d'autres enfants arabes, latinos, de partout, blancs, mais lui trouver un petit groupe d'amis auquel il s'identifie, parmi tout ça, et à qui il peut faire confiance, et avec qui il peut s'identifier et voir que, ouais, lui et moi, on est pareil. On est différent des autres, mais j'ai quelqu'un qui est comme moi. Je suis pas le seul différent, en fait. Euh, pour cela, on doit mettre dans l'imaginaire de l'enfant également, comme solution, mettre dans l'imaginaire de l'enfant des personnages, des héros qui lui ressemblent, ou alors lui acheter des poupées qui lui ressemblent également, parce que parfois l'enfant est très attaché à ses poupées, enfin ça dépend si c'est un garçon ou une femme. Bon, là ça soulève un autre sujet. Ah, ok, que je vais pas aller sur cette pente glissante, sur les théories du genre et tout, ça c'est pas l'objet de mon propos, ça me dépasse, je vais me limiter un peu à ce que j'ai compris. Donc, ensuite, apparition de la panique. L'apparition de la panique vient par exemple souvent d'une réaction illogique. Rechercher quelqu'un ou quelqu'un, et quand cette panique apparaît, cette panique due justement à toutes les souffrances, hein, à toutes les souffrances héritées depuis des siècles et tout. Parce que l'enfant hérite de cette souffrance-là. Il y a un code génétique de la souffrance, il y a un code génétique, il y a une maladie génétique de cette souffrance-là. Il hérite de ça, c'est dans son ADN. Non seulement c'est dans son ADN, mais c'est dans la vie, l'actualité de la vie dans laquelle il va grandir, dans la vie dans laquelle il va évoluer, il va grandir en tant qu'adulte. Donc, il le ressent déjà. Et quand on le ressent, là, il est déjà adulte. Il ne s'agit pas que de l'enfant. L'enfant est déjà adulte là. Donc, il a des réactions illogiques et tout. Il a souvent peur pour rien comme ça. Le cœur se met à battre. Il commence à avoir des crises de panique. Et ça nous arrive souvent. Ce sont des fausses créations mentales. On a peut-être l'impression que, vu que nos ancêtres ont passé le temps à se battre et à s'enfuir, on a l'impression que quelqu'un nous suit, on va pas réussir parce qu'on est différent des autres, parce qu'on a une belle peau mélaninée dont tout le monde est jaloux. Donc mais bon, comme le système veut nous faire croire que c'est pas la bonne, voilà quoi. Nous, si on est là et qu'on n'est pas conscient, on pense qu'on n'est pas à notre place en fait. Et ça, rien que ça crée des sortes de réactions illogiques, irrationnelles, des peurs. Mais en général, quand ces peurs arrivent et qu'on est en communauté, on va croire que ça vient de l'autre, d'un des nôtres en fait. On va essayer de trouver un bouc émissaire à ces angoisses personnelles, alors qu'il y a des solutions pour dépasser ces angoisses. Parce que c'est vrai que les angoisses sont dans toutes les communautés, mais la nôtre, elle est beaucoup plus sujette à ça, parce qu'elle est beaucoup plus en difficulté pour se remettre sur son vrai rail, quoi, sur son vrai destin, sur son destin royal, sur son destin glorieux, qui a commencé déjà depuis l'Antiquité avec la géométrie, l'architecture et tout ça. Donc voilà, donc on peut faire des exercices respiratoires justement pour arrêter ces réactions illogiques, cette peur-là. C'est le psychiatre qui conseille des exercices respiratoires. On remplace le flux de ses pensées, parce qu'en général, la peur est due à des pensées négatives. On remplace le flux de ses pensées négatives par des pensées positives. On coupe le robinet direct. Et c'est possible de stopper, de penser à quelque chose, parce que l'esprit est un peu comme un écran de cinéma. C'est toi qui choisis quel film tu veux projeter, en fait.